Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors vous avez listé quelques-unes de ces certitudes d'hier, et quand on dit hier, c'était il y a 6 semaines, qui n'en sont plus aujourd'hui. La première, le taux de létalité du virus, le taux de mortalité du virus, qui était présenté comme très élevé. Oui, on pensait au départ que ce virus était très meurtrier. Écoutez. Is a unique virus with unique features. This virus is not influenza. We are in uncharted territory. Il y a encore un mois, l'OMS estimait à 3,5% le taux de létalité du virus, c'est-à-dire le taux de personnes contaminées qui vont en mourir. C'était plus de 10 fois le taux de létalité de la grippe, 0,3%. Mais aujourd'hui, au vu des dernières études, l'estimation n'a plus rien à voir. D'après l'Institut Pasteur, ce taux ne serait en réalité que de 0,53%, et ça change beaucoup de choses. Évidemment, ça change effectivement beaucoup de choses. Deuxième certitude, et là on revient un peu à la conversation qu'on avait tout à l'heure, les enfants seraient particulièrement contaminateurs. Oui, c'est effectivement ce que l'on pensait, David, jusqu'au président de la République d'ailleurs, et c'est aussi ce qui avait justifié la fermeture des écoles. Nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus. On a, si vous voulez, procédé par analogie avec la grippe saisonnière, parce que les enfants, effectivement, étant réservoirs à virus et n'ayant pas énormément de symptômes, pouvaient contaminer la famille, l'entourage, etc. Eh bien finalement, les dernières études arrivent à la conclusion inverse. D'abord, une étude réalisée en partie par Santé publique France, publiée dans une revue américaine la semaine dernière, qui revient sur le cas d'un enfant de 9 ans testé positif en Haute-Savoie au Contamine-Montjoie, l'un des premiers clusters en France. D'après l'étude, avant d'être testé positif, cet enfant aurait continué à fréquenter 3 écoles et un ski club. Au total, 172 personnes. Eh bien, il n'en a contaminé aucune, pas même ses 2 frères et sœurs. Conclusion donc de l'étude, les enfants pourraient ne pas être une source importante de transmission de ce nouveau virus. Une autre étude confirme ce diagnostic. Elle a été menée cette fois par l'Institut Pasteur à Crépy-en-Valois dans l'Oise, le premier foyer épidémique français. Conclusion, 41% de l'ensemble du personnel, les professeurs mais aussi les élèves du lycée ont été contaminés par le virus. Mais le risque que les lycéens le transmettent ensuite à leurs parents n'était que de 17% et à leurs frères et sœurs de 21%. C'est ça. Et 17%, c'est uniquement pour les lycéens qui avaient été contaminés. Un lycéen contaminé dans 17% des cas, alors qu'on ne savait pas à l'époque que le virus circulait, donc on s'embrassait, on se touchait, on se côtoyait de très près. Eh bien, pour un lycéen contaminé, dans 17% des cas seulement, sa famille avait été contaminée. La troisième affirmation qui a été battue en brèche, le virus est là pour des mois, rien ne va changer parce qu'il est totalement insensible à la chaleur. Et oui, écoutez ce que disaient les médecins à ce propos au début de l'épidémie. We do not know yet what the activity or the behaviour of this virus will be in different climatic conditions. And it's a false hope to say, yes, it will just disappear in the summertime like influenza. Et aujourd'hui, d'après les médecins, le virus pourrait disparaître avec la hausse des températures. Une étude américaine affirme qu'il serait sensible non seulement à la chaleur, mais aussi au soleil. Exemple, si le virus est présent sur une poignée de porte, qu'il fait entre 21 et 24 degrés, avec 20% d'humidité, le virus perd la moitié de sa puissance au bout de 18 heures. Si maintenant l'humidité est plus forte, si elle passe à 80%, il ne lui faudra que 6 heures. C'est donc 3 fois moins. Et la différence d'ailleurs entre les situations dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud semble confirmer cela. C'est vrai qu'on en a parlé ici même. Ce constat-là est un peu plus nuancé. C'est vrai qu'avant d'exprimer aussi des doutes, et puis qu'aujourd'hui, voilà, c'est plutôt une tendance qui s'affirme, mais il n'y a pas encore de certitude. Cette étude américaine est intéressante. Quatrième certitude démentie ces dernières semaines, la stratégie de l'immunité collective est l'unique solution. C'est inéluctable. Eh bien, c'est en tout cas ce que croyait une partie du corps médical. Pour vaincre l'épidémie, selon eux, il fallait que 60 à 70% de la population attrape le virus. Écoutez. Quand est-ce qu'une épidémie s'arrête? Il faut laisser le virus passer dans la population qui peut le supporter, qui va se séroconvertir en quantité suffisante pour opposer une barrière. Tant que 50 à 70% de la population n'est pas immunisée, éventuellement grâce aussi au support d'un vaccin, mais en tout cas n'est pas immunisée naturellement, le risque de résurgence est important, et la résurgence, ça n'est rien d'autre qu'une deuxième vague.
Et aujourd'hui, cette stratégie, David, a été abandonnée par la plupart des pays qui la menaient. On peut citer le Royaume-Uni ou encore les Pays-Bas. Alors pourquoi? D'abord parce que cette stratégie est quasiment, cette immunité collective est quasiment inatteignable. On est encore loin, très loin des 70% de population immunisée. Aujourd'hui, d'après l'Institut Pasteur, seulement 6% des Français sont immunisés. Et aujourd'hui, cette stratégie, elle est aussi, on l'a laissée tomber ensuite parce qu'elle provoquerait une hécatombe dans la population. Selon un avis du Conseil scientifique, si 70% de la population venait d'être infectée, avec le taux de mortalité actuel, ça voudrait dire que 250 000 personnes pourraient mourir. Voilà, même si ceux qui la défendaient imaginaient que ce seraient les personnes les moins susceptibles de développer des formes graves qui pourraient être atteintes. Mais enfin, en tout cas, on a vu que c'était une perspective illusoire, cette immunité collective, et une stratégie meurtrière si elle était mise en œuvre, parce que quand même avec 0,5% de mortalité, ça fait énormément de victimes. Dans un autre registre, la 5e et dernière certitude qui a été démentie, c'est que le masque est inutile, nous disait-on, c'est sûr. C'est effectivement ce que nous disaient les autorités sanitaires au début de l'épidémie, avant de changer d'avis. Écoutez. Un masque, c'est une technique, c'est réservé à des soignants. Il ne faut pas mettre de masque quand on n'est pas professionnel de santé. Si vous avez des masques en petite quantité, allez simplement les rapporter à la pharmacie. Si vous avez des masques en plus grande quantité, n'hésitez pas à en faire don à l'hôpital le plus proche. Alors, si les autorités estimaient à l'époque que le masque n'était pas utile pour les personnes qui n'étaient pas malades, c'est surtout que la France n'avait pas les moyens de masquer toute sa population, qu'il fallait réserver le maximum de masques au personnel soignant. Or, depuis, des masques ont été commandés, des ponts aériens ont été installés entre la France et la Chine, d'autres masques sont aussi produits en France. Conséquence, virement total de bord. Désormais, les médecins et les politiques l'affirment clairement. Le masque est une protection essentielle, à tel point que l'Académie de médecine recommande fortement d'emporter sans attendre le déconfinement. Même si elle est imparfaite, mais essentielle. Merci Fanny.